Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau d'À la Source, votre rendez-vous de l'actualité chrétienne. Voici les titres que nous allons développer dans cette édition. À Rome, le Saint-Siège s'est exprimé sur la question des hommes mariés au cours du synode sur l'Amazonie. À Rome, toujours, l'épiscopat polonais a demandé officiellement au pape François que Saint Jean-Paul II devienne docteur de l'Église. Et puis nous irons aussi dans ce journal en Algérie, où la famille des petites sœurs et petits frères de Charles de Foucault lance un appel depuis Tamanrasset. Enfin, dans notre dossier, nous nous interrogerons sur la question de la visibilité des personnes handicapées et autistes dans la société. À l'occasion de la sortie du film Hors Normes par les réalisateurs d'Intouchables, nous reviendrons sur les paradoxes français sur ces questions. Avec nous pour en parler, Marie-Yvonne Buss du magazine Le Pèlerin et Alain Baron de Radio Notre-Dame. On les retrouve tout à l'heure. Nous commençons ce journal à Rome. Le synode sur l'Amazonie arrive quasiment à son terme. Amendé par les pairs ces derniers jours, le document final est en cours de rédaction. C'est donc jour de repos pour les participants. En revanche, pas de relâche du côté de la salle de presse du Saint-Siège. Le préfet de la Congrégation pour le clergé, le cardinal Stella, était invité aujourd'hui. Un intervenant de poids mis en avant sur la question de l'ordination d'hommes mariés. Il a souligné la beauté du célibat sacerdotal, mais aussi son exigence. Je vous propose d'écouter la conclusion de son intervention. Il celibato rappresenta una grande bellezza della vita dei sacerdoti, ecco, che però va veramente custodito, come dice la scrittura, ecco, è un tesoro che conserviamo in vasi di argilla e dobbiamo esserne molto molto consapevoli. Ecco, quello che poi il Sinodo potrà dire sulle novità, i nuovi cammini di ministerialità, ecco, quello lo lasciamo al discernimento domani e dopodomani della comunità dei padri sinodali e soprattutto lo poniamo nel cuore e sulle spalle del Santo Padre che ha il compito e è il suo carisma di fare il discernimento che corrisponde proprio a Pietro come guida e responsabile della Chiesa. La réponse, le pape François l'a d'une certaine manière déjà donnée. C'était lors de son retour de Panama en janvier dernier. Il répondait à une question audacieuse d'une de nos consoeurs sur le célibat sacerdotal. La decisione è celibatario, celibato opzionale prima il diaconato? No. È cosa mia, personale, ma io non lo farò. E questo rimane chiaro. E sono inchiuso? Forse, ma non sento mettermi davanti di Dio con questa decisione. Dans cette même réponse de 7 minutes, le pape s'est appuyé sur les travaux du théologien Fritz Lobinger pour maintenir ouverte la réflexion. Ma soltanto che esercite il munus sanctificandi, cioè che celebre la messa, che amministri il sacramento della riconciliazione e dia l'unzione all'infermo. L'ordinazione sacerdotale dà i 3 munera. Il regendi, quello che comanda, il pastore, il docendi, quello che insegna, e il santificante. Questo viene con l'ordine, ma il vescovo le dà soltanto licenza per santificante. Questa è la tesi, il libro è interessante e forse questo può aiutare a pensare il problema. Les pères synodaux vont voter le document final ce samedi. Il sera remis au pape qui en fera ce qu'il veut. Vous pouvez suivre sur KTO la messe de clôture du synode ce dimanche à 10h. La rédaction vous donne aussi rendez-vous le soir à 20h40 pour une édition spéciale dans laquelle nous ferons le bilan sur le synode avec 2 pères synodaux. Toujours à Rome, cette semaine, l'épiscopat polonais a demandé officiellement au pape François que Saint Jean-Paul II devienne docteur de l'Église. Si cette demande aboutit, Saint Jean-Paul II deviendrait le 36e docteur de l'Église dans le sillage de Sainte Thérèse de Lisieux qu'il avait lui-même proclamé docteur au cours de son pontificat en 1997. Nous avons contacté le père François-Marie Lettel, il est prêtre, carme,
et enseigne la théologie à Rome. Il est aussi consulteur pour les causes des saints. Il nous explique comment l'on devient docteur de l'Église et en quoi Saint Jean-Paul II peut effectivement prétendre à ce titre. La première chose, pour que quelqu'un soit nommé docteur de l'Église, il faut qu'il soit canonisé. Donc la béatification ne suffit pas. Donc il faut qu'il soit canonisé et il faut qu'il y ait dans ses écrits une doctrine qu'on appelle doctrine éminente. Évidemment, tous les saints sont en parfaite harmonie avec la foi de l'Église, mais pour qu'il soit nommé docteur de l'Église, il ne suffit pas cette conformité à la foi de l'Église, il faut vraiment qu'il y ait dans son enseignement, c'est-à-dire concrètement dans ses écrits, vraiment un apport précieux donc, pour tout le peuple de Dieu. Alors donc, d'une part, on doit examiner la qualité donc, de cette doctrine contenue dans les écrits, ce qu'on appelle pour Thérèse de Lisieux, et d'autre part, on doit montrer aussi l'impact de cette doctrine sur le peuple de Dieu. Donc il ne suffit pas que ce soit une des premières choses, mais vraiment que cela a eu une influence profonde sur le peuple de Dieu. C'est la décision du Saint-Père après avoir reçu l'avis de la congrégation de la doctrine de la foi et des causes des saints. Vous voyez, donc qui auront étudié attentivement le cas, la doctrine, vous voyez, c'est ça. Donc, mais je pense que je pense pas que ce sera très rapide. Hein. Aline Lisotte est philosophe et spécialiste de la théologie du corps selon Saint Jean-Paul II. Elle nous explique en quoi son œuvre entière est d'une grande richesse pour l'Église. On l'écoute. L'œuvre philosophique de Jean-Paul II, c'est la personne. Par conséquent, ce qu'il donne à l'Église, c'est tout à fait un sens complet de la personne. La Genèse dit bien, il les fit à son image et à sa ressemblance. Mais si on suit les docteurs de l'Église, l'âme ou la personne humaine n'était ressemblante à Dieu que par son âme. Et c'est probablement la première fois dans l'Église qu'on refait l'unité psychosomatique de la personne. Et Jean-Paul II, il découvre qu'il est une personne don à partir des actes du corps. Et c'est son œuvre principale. Et c'est une œuvre à la fois de philosophe, de théologien, de docteur de l'Église, de pasteur. Tout cela couvre tout son enseignement. Nous partons à présent en Algérie. Dans le grand sud du pays, les petits frères de Jésus et les petites sœurs du Sacré-Cœur ont lancé un appel officiel. Dans un texte commun, ils invitent tous les laïcs, religieuses, religieux ou prêtres disponibles à rejoindre la communauté à Tamanrasset, dans le Sahara algérien, où a vécu Charles de Foucauld. Cette ville marquée par la pauvreté est aujourd'hui un lieu stratégique pour l'immigration et toutes les religions s'y côtoient. Nous avons rencontré sœur Isabelle Lara-Jean de la communauté des Petites Sœurs du Sacré-Cœur. Elle nous explique les raisons de cet appel et de leur présence. On l'écoute. Ce triple appel, il est fait parce qu'on ne veut pas laisser vide, sans la présence chrétienne, ces lieux aussi symboliques et ces lieux sources que c'est Tamanrasset. Depuis 1950, il y a des frères et des sœurs, et nous, notre premier engagement, c'est aller faire une expérience spirituelle de Dieu dans une diversité. On est confronté au monde de l'islam, et c'est ça que Charles de Foucauld l'a bouleversé, il a fait une conversion, se rendre compte que la foi de l'autre les renvoie à sa propre foi. C'est une ville de 150 000 habitants, alors que quand Charles de Foucauld est arrivé, il avait 20 août, simplement, un petit 20 tentes en paille, et il est devenu un lieu où tout le monde se côtoie. Nous n'avons pas besoin autant de main-d'œuvre que nous avons besoin de cœurs. Des cœurs qui soient des cœurs ouverts à l'autre. Il y a beaucoup de gens qui tapent à la porte juste pour un temps de réconfort, pour un temps de dialogue, et il faut être plus d'une personne. C'est un petit laboratoire de ce qui vivent notre monde, donc c'est un lieu surtout de dialogue, de compassion et de prière, parce que c'est seulement la prière qui peut nous rapprocher les cœurs. Dans l'actualité internationale également, en Haïti, la situation est de plus en plus préoccupante. Des milliers de catholiques manifestent encore dans les rues de Paris et manifestaient encore ce mardi 22 octobre. L'archevêque de Port-au-Prince, Monseigneur Max Leroy-Mésidor, en a profité pour s'exprimer à propos de la grave situation que traverse le pays. Il a insisté sur l'implication de l'Église auprès du peuple haïtien dans cette période de troubles. Pour rappel, le pays est en proie à une profonde détresse. Les manifestants réclament depuis 6 semaines le départ du chef de l'État, Jovenel Moïse. Depuis 1 mois, les universités et écoles sont fermées et de nombreuses personnes ont déjà été tuées au cours des manifestations. Retour en France à présent, dans le Loiret, au sud-est d'Orléans, l'abbaye de Fleury, plus connue sous le nom de Saint-Benoît-sur-Loire, n'a plus de père abbé.
Le père Étienne Rico a en effet annoncé qu'il renonçait à sa charge abbatiale pour des raisons de santé. Une décision qui signe la fin de 30 années de prieurats. À ce jour, 32 moines vivent dans le monastère selon la règle de saint Benoît, ora et labora, mais les jeunes de la communauté n'ont pas encore atteint l'âge des 35 ans nécessaire pour être élus abbés à vie. La congrégation de Subiaco, à laquelle se rattache le monastère, a donc nommé le père Jacques Audebert comme prieur administrateur pour 3 ans, le temps que de jeunes moines atteignent l'âge d'éligibilité et que l'abbaye retrouve ainsi un père abbé. Prier en ligne, déposer une intention de prière ou participer à une neuvaine sur Internet, c'est le pari réussi du site Hosanna, lancé par des jeunes il y a 5 ans et soutenu par 2 prêtres de la région parisienne, l'abbé Amar et l'abbé Seguin. Cette mission digitale a su effectivement trouver un bon accueil chez les internautes, si bien que l'équipe d'Hosanna sort aujourd'hui une application qui réunit toutes les fonctionnalités du site sur Internet. Nous avons rencontré Sofia Villalba, responsable du développement d'Hosanna en Espagne et en Amérique latine. Elle nous explique l'intérêt de cette application. Grâce à cette application Hosanna, on peut prier où qu'on soit. Ça veut dire que les gens peuvent se connecter dans un clic à son coin de prière. Qu'est-ce que c'est les coins de prière? C'est les lieux par excellence où les gens vont trouver toutes les méditations des communautés auxquelles ils sont inscrits. Puis, avec l'application, les gens ils peuvent déposer une intention de prière et à la minute qui suit, ils vont trouver d'autres intentions de prière déposées pour d'autres prions et donc ça permet de prier les uns pour les autres. Et troisièmement, avec cette application, on peut évangéliser les continents digital. Ça veut dire qu'on peut partager rapidement et plus facilement des publications qu'on a aimé beaucoup. Et on peut les partager sur WhatsApp, sur Facebook, sur Twitter, sur Pinterest, ou tout simplement envoyer un mail à un des amis ou à une personne de la famille. Et puis, pour finir ce journal, nous nous sommes rendus à la basilique de Saint-Denis en région parisienne. Le chantier de la reconstruction de la flèche de Saint-Denis doit commencer en 2021. Il prévoit d'être ouvert au public avec des ateliers qui montrent les avancées des travaux et les rudiments de savoir-faire de certains artisans du Moyen-Âge. Une expertise qui pourrait être utile pour les travaux de rénovation de Notre-Dame de Paris. Nous avons rencontré les responsables du projet. Reportage. Sur le côté de la basilique de Saint-Denis, un pré-chantier a été installé pour reconstruire la flèche de l'église. Alors ici on a une ancienne pierre de la flèche démontée. En tout cas elle a été retrouvée à Saint-Denis par les archéologues. Ça ne peut être qu'une pierre de la flèche en quelque sorte. Et le travail de nos tailleurs de pierre dans cette phase de préfiguration du projet flèche, c'est d'arriver à ça, c'est-à-dire d'essayer de reproduire cette pierre à l'identique avec un caillou dont on n'est pas sûr que ce sera notre matière première finale. Donc il faut s'essayer. Outre la reconstruction, ce chantier a aussi pour but de faire découvrir aux touristes et aux scolaires la réalité d'un chantier médiéval. Souvent, quand on voit des chantiers de restauration, on ne voit pas grand-chose justement, on voit la fin, la finalité. Et du coup, les gens sont très intéressés par ces savoir-faire et ont beaucoup de questions sur ces métiers qu'on croit parfois un peu disparus ou justement. Donc, c'est ce qui suscite beaucoup l'intérêt. Dirigé par l'association Suivez la Flèche, le projet vise aussi à former des artisans en technique du Moyen-Âge. Un savoir-faire qui sera utile pour la reconstruction de Notre-Dame de Paris. La basilique de Saint-Denis est un peu la sœur aînée de Notre-Dame et on a tous les deux des projets de remontage de quelque chose dans le respect des techniques du XIIIe siècle. Donc on espère nous au moins pouvoir expérimenter la taille de pierre, en tout cas l'artisanat nécessaire à la reconstruction de la flèche de la basilique de Saint-Denis qui pourra s'appliquer probablement à Notre-Dame. Le projet devrait coûter 8 millions d'euros. La flèche sera normalement achevée en 2031. Voilà pour les actualités retenues ce jeudi. On retrouve maintenant la chronique du père Bernard Devers. Il nous parle cette semaine de changement d'heure solidaire. Chers amis, bonjour. Je vous propose d'évoquer avec vous cette heure solidaire. Pourquoi solidaire? En fait, c'est en référence par rapport au changement d'heure de ce samedi. On va gagner 1 heure. Mais 1 heure, pourquoi faire? 1 heure pour qui? Et si nous faisions de cette heure gagnée, précisément 1 heure à partir de laquelle on serait davantage solidaire de ceux qui sont justement solitaires. 1 heure solidaire, c'est 1 heure naturellement de gratuité
Et nous savons combien dans ce temps de marchandisation, en fait, de tout, combien il y a besoin dans les relations qu'il y ait davantage de gratuité. Je pense à cette personne âgée qui me dit, encore cette semaine, qui me dit, voilà, moi je suis seul, personne ne vient me voir. Oh, me dit-elle, bien sûr, je n'ai rien. Et finalement, ce que j'ai vécu n'est pas tellement intéressant, alors je suis inutile. Mais non, madame, vous n'êtes pas inutile. Vous avez précisément quelque chose à transmettre. Oui, mais me dit-elle, personne ne vient m'écouter. Et si nous faisions de cette heure solidaire, une heure précisément, une heure de l'écoute. Quelle belle heure, cette heure solidaire, une belle heure qui pourrait être aussi un bonheur partagé. Merci Père. Tout de suite, c'est la revue de presse. Dans le Pèlerin cette semaine, il est question de patrimoine et de transmission. Vous nous en dites un mot, Marie-Yvonne Buss? Oui, alors c'est un numéro spécial comme chaque année à l'occasion de notre Grand Prix Pèlerin du patrimoine, mais avec 2 nouveautés vraiment intéressantes. Cette année, donc, la fondation d'un Institut Pèlerin du patrimoine pour aider les personnes soucieuses de préserver le patrimoine local à se former ou offrir des services de médiation, mais aussi la création d'un nouveau prix, le prix de l'apprenti pèlerin du patrimoine, c'est-à-dire qu'on va récompenser les binômes formés par un maître d'apprentissage et son apprenti. Très bien. France catholique, cette semaine, salue l'exposition sur Marie-Antoinette à la Conciergerie à Paris. Une exposition aussi ambitieuse qu'originale, souligne le magazine. Et puis nous retenons également cette semaine un entretien avec les 3 fondatrices d'une association créée pour faciliter l'intégration sociale et scolaire des enfants autistes. Famille chrétienne nous interpelle cette semaine avec cette question pour le moins inédite. Va-t-on s'ennuyer au paradis? Pour y répondre, l'hebdomadaire publie un dossier consacré à la fête de la Toussaint, dans lequel on retiendra notamment l'entretien avec le père Guibert, prédicateur de retraite spirituelle et auteur d'un ouvrage intitulé « Contempler l'au-delà pour vivre pleinement ici-bas » aux éditions Teki. Le magazine La Vie propose quant à lui un dossier sur la névrose anglaise autour du Brexit, avec cette une particulièrement significative représentant une pelote de fil électrique emmêlée. Dans son édito, Jean-Pierre Denis revient par ailleurs sur la polémique du voile. Pour lui, les chrétiens sont concernés, je cite, « Comme citoyens, ils sont attachés à la laïcité, comme croyants à la liberté ». Le magazine protestant Réforme propose quant à lui un dossier sur le voile. Sa rédactrice en chef, Nathalie Lénard, revient sur la polémique de la semaine dernière. Pour elle, je cite, « Interdire le voile lors d'une sortie scolaire pourrait avoir l'effet inverse de celui attendu. Il pousserait à la victimisation et au repli au lieu d'encourager l'intégration ». On retiendra également cette semaine une enquête sur la rétribution des pasteurs avec un éclairage de la théologienne protestante Caroline Bauer sur la juste rémunération dans la Bible. Voilà pour la revue de presse, on passe maintenant au dossier. Et dans ce dossier, nous nous interrogeons sur la question de la visibilité du handicap et de l'autisme, une question qui revient à l'occasion de la sortie du film Hors Normes, sorti ce mercredi. Il a été réalisé par Éric Toledano et Olivier Nakache, réalisateurs du film Intouchable. Avec nous sur ce plateau, Marie-Yvonne Buss du magazine Le Pèlerin. Bonjour. Bonjour. Et Alain Baron de Radio Notre-Dame. Bonsoir. Alors, merci à tous les deux d'être venus sur ce plateau. Une première question, comment regardez-vous cette initiative, ce film qui est sorti? Quel effet cela vous a fait? Alors, je pense que dans la foulée du succès énorme d'Intouchable, c'est une bonne nouvelle de savoir que Éric Toledano et Olivier Nakache, que nous avons interviewés dans Pèlerin cette semaine, à nouveau mettent en valeur ces personnes porteuses d'un handicap. En l'occurrence, là, il s'agit d'une association, ça part d'une histoire vraie, l'association Le Silence des Justes, qui s'occupe de personnes autistes. Et très clairement, les réalisateurs disent qu'il s'agit pour eux de faire œuvre de pédagogie et véritablement que ce type de film soit en mesure de changer le regard du public. Alain Baron, quel effet ça vous fait, cette initiative? Alors d'abord, je n'ai pas vu le film, mais j'irai le voir, je pense, parce que j'ai très envie. C'est vrai qu'on se souvient tous des Intouchables, qui était un film jubilatoire, on se souvient tous d'Omar Sy qui accompagnait, donc j'ai oublié le nom de l'auteur, de l'autre acteur, qui est dans une petite chaise roulante. C'est vrai que c'est un film merveilleux. François Cluzet, merci. C'est un film merveilleux et on s'en souvient tous. Et je pense que c'est vraiment une très belle œuvre et c'est vraiment faire œuvre utile que de remettre ce sujet. Alors là, c'est pas le handicap physique, c'est le handicap mental. C'est très intéressant. Je pense j'espère que ce film aura beaucoup de succès. Alors ces deux films, ce sont tous les deux des hommages à l'inclusion, des hommages
à la faiblesse également. Est-ce que, selon vous, le cinéma peut changer le regard de notre société sur ces thématiques ? Alors, Éric Toledano dit dans Pèlerin que ça peut même être une arme surpuissante et qu'il espère que les spectateurs qui auront vu hors norme regarderont d'un œil différent demain dans un square un enfant ou un jeune avec un comportement un petit peu atypique. Mais c'est aussi un film qui dit beaucoup la difficulté des familles confrontées à la situation. Évidemment, le poids des images est très fort. On sait, moi je viens d'une radio, donc le poids du son est très important, mais l'image c'est bien supérieur. On se souvient encore tous des images d'Intouchables. Je pense que c'est dans toutes les mémoires encore. Et même si on n'est pas concerné directement par quelqu'un d'handicapé dans notre voisinage, cela peut changer notre visage, notre regard, pardon. Est-ce que pour vous, on ne parle pas assez des thématiques ou juste des personnes, même des personnes handicapées et des personnes autistes ? Si, je crois qu'on en parle assez. Je ne sais pas si c'est suffisamment, mais on en parle assez. Et c'est très bien, et il faut continuer d'en parler. Il y a des tas d'initiatives qui ont été faites, mais bien sûr, ce n'est jamais assez. Quand il y a ce genre de handicap, les familles qui doivent supporter cette charge, il faut les aider, évidemment. L'État fait beaucoup, il peut sans doute faire plus. Il y a beaucoup de groupes, de communautés, d'associations. J'ai en tête une communauté de religieuses dans l'Ouest, je crois que c'est vers Rennes, qui accueille justement des jeunes filles handicapées mentales. C'est merveilleux, et il faut continuer d'en parler, bien sûr. Je crois qu'on en parle de plus en plus, mais c'est un peu paradoxal. Alors, une nouveauté, c'est peut-être aussi qu'aujourd'hui, les personnes porteuses d'un handicap s'exposent elles-mêmes. Alors, il y a des comédiens, par exemple Trisomique, on se rappelle tous de Pascal Duquesne dans Le 8e jour. Voilà. Elles s'exposent elles-mêmes, il y a parfois des blogs, il y a des personnalités même qui ont fait des coups médiatiques. On vous rappelez de la jeune Mélanie qui avait voulu présenter la météo. Donc il y a une exposition qui est plus forte, et tant mieux. Mais le paradoxe, c'est que souvent, ça ne fait pas long feu et que derrière les difficultés au quotidien des personnes, des familles restent très importantes. Alors on a une secrétaire d'État aux personnes handicapées, Sophie Cluzel, qui est mobilisée, qui est elle-même concernée avec un enfant trisomique dans sa famille. Mais la France ne suit pas. Il y avait eu un rapport de l'ONU en 2017 qui le soulignait. On est en retard, fortement en retard. Et ce paradoxe, c'est de cette bienveillance médiatique, finalement. Globalement, les initiatives en faveur du handicap sont bien accueillies, bien relayées, mais derrière le quotidien des familles, très complexe. Alors, vous parlez justement de paradoxe. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe aussi dans la société ? On va voir ces films à succès qui touchent évidemment beaucoup de monde, puisqu'on parle du quotidien des personnes, etc. Et je rebondis là-dessus parce qu'on a quand même eu le vote de la loi de bioéthique à l'Assemblée nationale, où il a été question, ça n'a pas été voté finalement l'amendement, du dépistage préimplantatoire en cas de trisomie 21. Alors, on n'est pas sur de l'autisme, mais on est quand même sur une forme de handicap. On essaye de priver, enfin de trier en tout cas ces embryons porteurs de handicap. Est-ce que notre vision du handicap et ces réalités-là ne sont pas paradoxales ? Ce qui est paradoxal, c'est que, Monseigneur Dornelas l'avait très bien rappelé lors de son discours au Bernardin, c'est qu'on est dans une société qui promeut les valeurs républicaines, mais le socle d'entre elles, qui est la fraternité, qui rend aussi possible les deux autres, liberté, égalité, est battue en brèche lorsqu'on oublie les plus fragiles. Et Éric Toledano et Olivier Nakache le disent très bien, une société qui oublie les plus fragiles, elle est en danger. Donc tout ce qui, effectivement, vise de près ou de loin à favoriser une forme d'eugénisme est dangereux pour notre société, mais dangereux pour son pacte dans son ensemble, pour l'ensemble de la société, pas seulement pour les enfants concernés. C'est vrai qu'il y a une espèce de schizophrénie, vous l'avez très bien souligné. Il y a plusieurs philosophes qui ont dit qu'on jugeait la grandeur d'une nation ou d'un pays à la façon dont ils traitaient les plus faibles. Et c'est vrai que ça, je crois que c'est fondamental. Je crois que c'est la philosophe Elisabeth de Fontenay qui l'a rappelé il n'y a pas longtemps. Et vous voyez, il y a eu quelque chose d'étonnant récemment. Le député Philippe Vigier a été très critiqué parce qu'il avait parlé de traquer les embryons à problème, pour faire simple. Il s'est excusé de ces propos-là. Il s'est excusé et encore mieux, il a été reçu par la Fondation Le Jeune, tout récemment, hier ou ce matin, je crois que c'est hier. Et là, il a compris beaucoup de choses. Et c'est très positif. Bon, il avait dit une grosse bêtise à mon sens, mais je pense maintenant il a compris.
Alors effectivement, pour rappel, juste pour nos téléspectateurs, Philippe Vigier avait parlé de traquer les embryons porteurs de trisomie 21 et des propos qui avaient beaucoup blessé en tout cas les personnes concernées. Il s'est excusé et nous d'ailleurs dans notre émission, nous avions interrogé Philippe de la Chapelle qui est le directeur de l'Office chrétien des personnes handicapées et il parlait d'une forme de prise de conscience, d'un manque de prise de conscience. Est-ce que justement on va voir ces films à succès, mais en même temps on n'a pas vraiment conscience de ces réalités-là? C'est la schizophrénie dont on parlait tout à l'heure. Mais ça, c'est vrai qu'elle existe. Mais en même temps, il ne faut pas désespérer, je pense. Il ne faut pas renoncer à en parler quand même. Je pense que la conscience vient aussi avec la multiplication des points de contact, en tout cas des possibilités d'être vraiment en relation avec les personnes porteuses d'un handicap. On le voit avec le succès aujourd'hui des colocations, des lieux de vie partagés, comme le développe Simon de Sirène, avec les cafés joyeux, avec le Reflet à Nantes. Il y a tout un mouvement aujourd'hui pour que la personne handicapée fasse partie intégrante de la société et que cette relation s'installe. Et ça, on peut véritablement dire, je pense que c'est un progrès. Alors, on va essayer d'aller voir le film, mais on va aussi essayer d'aller rencontrer ces personnes. C'est ce que vous nous dites. Absolument. Il faut aller à la rencontre aujourd'hui. C'est dans la rencontre et dans la rencontre en milieu ordinaire. C'est notamment l'intuition de ces lieux de vie partagés ou de ces restaurants dits inclusifs qui est qu'il faut sortir, même s'ils sont utiles, les ESAT, les lieux protégés, il faut aussi que le handicap fasse partie de notre vie ordinaire. Très bien, merci beaucoup à tous les deux d'être venus sur ce plateau. Et merci à tous de nous avoir suivis. C'est la fin de cette émission. Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet www.ktotv.com. N'hésitez pas non plus à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag à la source. On se retrouve mardi prochain. Excellente soirée sur KTO.